Bon midi, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenet. Encore une belle émission cette semaine qui va dans toutes les directions et comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. Donc cette semaine avec mon deuxième invité, ce sera nul autre que le gérant de l'endroit. Nous parlerons de la qualité qui vous attend au Bâton Rouge, spécialement depuis le retour du confinement. Et nous discuterons également du Canadien de Montréal, puisque notre invité est un partisan et grand connaisseur de hockey. Nous serons avec Tom Sasso. Mais pour ouvrir l'émission, ma première invitée, elle a un vécu riche en émotions, ce qui, avec le temps, a fait d'elle une thérapeute et une écrivaine. Elle vient nous parler de son bouquin « Au-delà des mots », qui traite du deuil, qui parfois peut être très difficile. Je vous présente donc une aidante très articulée et engagée, Martine Lafontaine. Bonjour Martine. Bonjour Stevie, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Bien heureux de t'avoir avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. Est-ce que sans ce deuil difficile que tu as vécu en 1999, tu aurais fini par écrire un livre quand même? Peut-être que oui, mais peut-être pas sur le sujet du deuil. C'est ça. Mais tu avais ça en toi? Peut-être tu te disais, mettons, étant plus jeune, un jour, j'aimerais écrire un livre? Ah oui, j'aime parler. Ah oui? J'aime parler puis j'aime le contact des gens. Ben ça, je le sais que tu aimes parler, puis ça, c'est bien, c'est une belle qualité. On dit souvent un verbomoteur. On va commencer avec cet événement difficile que tu as vécu. Nous allons revenir en 1999 parce que ton livre traite du deuil sous plusieurs facettes, presque toutes les facettes, il faut le dire. Et on va retourner en 1999. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse journée fatidique? Bien, en fait, je retournais de mon congé de maternité, puis j'avais été porter mes enfants à la garderie, là, comme tous les parents font le matin. Et j'ai reçu un appel autour des 11 heures. En fait, c'est mon employeur qui a reçu un appel. Donc, mon patron m'a convoqué dans son bureau pour m'annoncer que je devais me rendre d'urgence à l'hôpital parce qu'il est arrivé un accident à un de mes enfants. Et arrivé aux urgences, c'est là où on m'a annoncé le décès de mon fils, qui était âgé d'à peu près 10 mois. C'est quoi la cause du décès? Il y en a-tu une qui est quand même officielle, même s'il n'y a pas d'autopsie, quand tu me dis dans ce coin de pays? Bien, écoutez, c'est sûr qu'au début, là, j'avais pas le résultat de l'autopsie, mais en fait, c'est la mort subite du nourrisson. Là, il est arrivé une suite d'événements, on peut dire disgracieux, un peu à cause du service de santé qui parfois a des failles. Est-ce que tu pourrais nous en reparler, nous dire successivement les choses que tu as entendues à ton oreille qui sont plutôt difficiles? Oui. Ben, en fait, si on se ramène en 99, où il y a beaucoup de coupures dans notre réseau de la santé, évidemment, moi, je viens de la région de l'Outaouais, donc c'est déjà une région très difficile au niveau des services de la santé à cause de nos voisins. Donc, en pénurie aussi de personnel parce qu'on est dans les vacances de la construction. Donc, moi, en fait, on m'a offert aucune chaise quand on m'a remis mon fils décédé dans mes bras. Debout? Comme ça, dans un corridor? Non, dans une petite pièce là, aux urgences. Et puis, ensuite de ça, j'ai rencontré aucun spécialiste, c'est-à-dire aucun psychologue, thérapeute, travailleur social, personne. En fait, on était, moi ainsi que plusieurs membres de ma famille, complètement en état de choc dans les couloirs là, après avoir vu et constaté le décès de mon fils Justin. Ils nous ont demandé de dégager les urgences puis d'aller jaser de ça en entour d'une bonne petite tasse de café. C'est comme ça, moi, j'ai commencé mon deuil. Puis là, la suite, c'est quoi? Parce que je veux dire, il s'est passé beaucoup de temps. Toi, tu m'as parlé du point culminant. Tu as eu un cours 15 ans après, pas loin, où tu faisais un certificat en accompagnement du deuil. Oui. Puis là, il est arrivé un événement qui t'a comme fait réaliser certaines choses difficiles encore plus. Oui. Ben, en fait, moi, je suis restée, Steve, pendant plus de 15 ans dans mon deuil non résolu, où j'ai cogné à plein de portes, je cherchais des services qui ne me collaient pas nécessairement. Et puis, bon, c'est sûr que la vie, comme tu disais, m'a apporté à faire un cours, une formation professionnelle comme thérapeute. Et puis ensuite de ça, j'ai fait un certificat en accompagnement du deuil. Et c'est à ce certificat-là, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, où moi, je nomme ça comme le volcan s'est réveillé en moi de ce deuil qui était enfoui, là, complètement cimenté à l'intérieur de moi. Les objectifs de ton livre, ce que j'ai noté, c'est que les services sont défaillants,
c'est de moderniser les services, c'est un processus d'apaisement pour toi. Est-ce que tu voudrais développer là-dessus, nous expliquer c'était quoi le but ultime de ton livre qu'on va montrer à l'écran pour les gens qui sont intéressés aux éditions Performance, Martine Lafontaine, Au-delà des mots? Oui, bien en fait, le livre est écrit en fonction parce qu'on sait que quand on vit un deuil, puis on sait aussi que plus le deuil est traumatique, plus au niveau cognitif, c'est très, très difficile pour les gens de lire, la concentration, de retenir les mots. Alors, dans un premier temps, le livre est écrit en fonction de ça, donc très épuré, des mots simples. J'ai voulu vraiment ne pas écrire un livre... pas trop lourd. Pas trop lourd, exactement. Pas un livre de psychologie. Accessible, de vulgarisation, comme on pourrait dire. Exactement. Donc, le livre est écrit en fonction, d'abord, il y a mon chemin personnel pour démontrer que c'est pas parce que je détiens un certificat, c'est pas parce que je fais de l'accompagnement que je suis différente au niveau émotionnel des autres. Puis ça, c'est sécurisant aussi pour l'endeuillé de voir qu'il y a des gens qui arrivent à s'en sortir de deuil. Un exemple. Oui, exactement. Ensuite de ça, il y a toute la partie thérapeutique où j'essaye de façon très légère, avec des mots compréhensibles, simples, d'expliquer le chemin au niveau thérapeutique. Et ensuite, il y a une partie réflexion où j'invite les personnes, les lecteurs, à faire une réflexion à l'intérieur d'eux, une réflexion du cœur, parce que c'est ça que c'est le deuil, une grande réflexion du cœur. Oui, plus loin, on pourra parler aussi de réflexion, ton mouvement que tu représentes. Exactement. Et quand je parle de service modernisé, c'est que je me rapporte, en fait, je me ramène toujours à moi et mon vécu. Oui, c'est sûr que les étapes du deuil, ce sont excusez l'anglicisme, des guidelines là, pour nous aider à nous situer. Mais ça ne nous aide pas nécessairement comme endeuillé à savoir qu'est-ce que je fais avec toute cette charge émotive-là, avec ce vécu-là. Oui, et que tu vis pour la première fois. Exactement. Si quelqu'un vit, exemple, une séparation, c'est sa troisième, mais à la troisième, ici, qu'il va s'en sortir, mais à la première, c'est beaucoup plus difficile. Exactement. Donc, souvent, les gens sont paralysés par l'intensité de leurs émotions. Oui, c'est ça. Peu importe, comme tu dis, que ce soit un divorce, que ce soit un deuil au niveau de la santé, que ce soit un deuil par décès. Et Martine, je dois te dire, c'est impossible de se mettre... tu sais, on parle des fois de la compassion, mais tu ne peux te mettre à la place d'une personne. Et ce que tu as vécu, moi je pense que c'est pire que de voir quelqu'un mourir, exemple du cancer. Tu as le temps peut-être de faire tes adieux. Toi, c'est tellement subi, et à ce moment-là, ta vie est heureuse. Puis là, le coup de téléphone, je veux dire, c'est pas facile, là. Bien, c'est sûr que je dis toujours aux gens, c'est important de ne pas se comparer, parce que la souffrance, c'est la souffrance. Cependant, effectivement, il y a une particularité. L'effet surprise. Oui, on appelle ça un deuil traumatique. On l'a vu avec que ce soit des gens qui passent au feu, des gens qui vivent des tornades. On l'a vu justement dans la région de l'Outaouais il y a quelques années. C'est un coup de poing trop violent pour l'encaisser pour la personne. Exactement. Donc, toutes les émotions, les sensations qu'on vit dans le corps sont encore plus amplifiées lorsque c'est un deuil traumatique. Et il y a les dommages collatéraux. Oui. Une autre chose dont on ne parle pas. Toi, tu as vécu une séparation qui peut-être, ça n'a pas aidé. C'est ça. C'est ça. Donc, j'ai vécu des séparations, j'ai vécu plein d'événements dans ma vie, tu sais, puis je le nomme là, dans mon livre, où j'étais continuellement en colère. T'en veux à tout le monde, à Dieu, à la vie. Exactement. Puis même si les années passent... C'est vraiment toute la gamme des émotions. C'est toujours dans le background, dans l'arrière-plan, là, tu sais, là, puis on s'en rend pas compte parce qu'on apprend à vivre avec cette lourdeur-là. Et t'as des gens qui en tombent malades. Exactement. Exactement. Oui, parce que les émotions, c'est des énergies en motion dans le corps. C'est ça. Et quand on n'en prend pas soin, ben c'est là que ça le dit, hein? Mal-a-dit. Maladie. C'est bien dit. Il y a une phrase que tu as entendue aussi en cette fameuse journée 1999, moi qui m'a marqué, c'est dégager les urgences aussi. Oui. Ça, je veux dire... Oui, ça, j'en parle. As-tu confronté les gens après qui t'ont traité ainsi? Bien, en fait... Tu as sûrement été tenté de... Oui, c'est quand... parce que moi, c'est le Centre Jérémy Rille de Montréal, qui est le centre provincial pour la mort subite du nourrisson, qui m'a pris en charge quelques jours après le décès. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que tout le protocole qui a été suivi n'était pas nécessairement normal. Et c'est sûr que entre l'événement de perdre son enfant et les mots qui m'ont été dits, il y a comme quelque chose dans la réalité qui ne collait pas, là. Ben non.
comme quelque chose de banal. Pas très humain. Mais en même temps, moi, je suis pas surprise parce qu'encore aujourd'hui, j'ai des clients qui me téléphonent et qui reçoivent ce genre de paroles-là. J'ai une cliente, moi, qui a vécu... la bêtise humaine, elle sera toujours là. Effectivement, j'ai une cliente, moi, justement, un exemple, Steve, qui m'appelle, qui me dit, écoute, elle a accouché la pauvre maman d'un bébé mort-né, elle est toute dans ses états, elle cherche des services, et se faire dire par des professionnels, excusez, madame, je ne sais pas vraiment dans quel groupe vous placez, parce que c'est pas vraiment un enfant que vous avez perdu. Oui. Donc, des phrases comme ça, j'en entends encore en 2021. Difficile à battre. Et c'est pour dire comment le deuil est encore très, très tabou. Puis c'est pas donné non plus à tout le monde de travailler avec la mort. Oui, exactement, c'est bien dit. On peut comparer aussi le deuil, parce qu'il y a plusieurs deuils. Est-ce que ton volume peut aider les gens aussi qui ont un deuil à faire d'une relation, une peine d'amour ou un emploi? Parce que c'est une autre forme de deuil aussi. Oui, parce que... Ou c'est strictement pour les deuils de personnes décédées? Non, parce que en fait, moi, comme j'expliquais préalablement, c'est que moi, j'offre des services modernisés qui sont vraiment basés sur une hygiène de vie. Hein? C'est une hygiène de vie qu'on bâtit à travers un processus d'apaisement. Donc, c'est bon que ce soit pour, comme tu dis, n'importe quel type de deuil. Parce qu'en fait, des deuils, on en presque quotidiennement. Exactement. Comme je dis, un enfant qui apprend que le Père Noël n'existe pas, c'en est un de... Exact. J'ai bien dit ça. Noël ne sera plus jamais pareil. Il y a quelque chose dans la magie qui s'effrite. Donc, suite à tout ça, tu es devenu thérapeute. Comme tu me l'exprimais en pré-entrevue, c'est un désir d'aider sur le terrain. Tu as traversé le désert à genoux seul. Oui. Et ça c'est ton expression, qui a fait que tu es devenu thérapeute maintenant. Oui. Thérapeute professionnelle avec une spécialité en accompagnement du deuil. J'ai développé également, avec ma partenaire d'affaires, Réflexion du cœur, parce que comme je te le disais, c'est le but ultime de notre deuil. Hein? Ça nous amène à faire des réflexions très, très profondes à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est justement, on offre des services modernisés en ligne. Justement, notre prochain groupe de soutien va débuter là, le 22 septembre. Donc, ça aussi, ça nous amène très bientôt. Oui, très bientôt, mais aussi avec la nouvelle réalité du COVID-19, qui est aussi un deuil social à plusieurs niveaux. Nous le vivons tous. Exactement, exactement, exactement. Maintenant que tu es thérapeute, selon moi, tu dois être très bonne avec le vécu que tu as et tu t'exprimes bien. Qu'est-ce qui fait un bon thérapeute? Parce que c'est sûr, il faut être très humain pour commencer, mais qu'est-ce qui fait un bon thérapeute en tes termes à toi? Bien, c'est sûr que l'écoute, c'est primordial, hein? Parce qu'il faut avoir vraiment une écoute, puis une écoute... Quelqu'un qui n'est pas fort sur l'écoute, disons, va pas dans cette branche-là. non, exactement. Et je dirais, il y a aussi tout le souci professionnel, parce que c'est important de faire un grand travail sur soi pour éviter de projeter son propre vécu ou ses propres bébites sur le client. Ouais, ça se fait très subtilement. Donc, je pense que le souci professionnel, ou même si j'ai quelque chose qui se passe dans ma vie, je dois avoir le souci de dire, OK, bien, pour le moment, je ne prendrai pas de clients parce que j'ai besoin d'aller prendre soin de moi. C'est une mission. Oui, oui. Tu accompagnes des gens aussi qui sont tombés dans l'abus. Oui. Et parfois ne sachant même pas pourquoi. Et ça, on voit ça dans toutes sortes de sphères où les gens tombent dans la drogue. Tu dirais quel pourcentage? Bien, moi, j'appelle ça, en fait, de l'ivresse mentale. Parce qu'on n'est pas obligé de consommer des substances comme la drogue, l'alcool. Ça peut être des heures consommées sur Facebook. Ça peut être manger aussi. Manger, du magasinage. Je pense qu'en fait, notre société est plongée vraiment dans une ivresse complètement. Donc, quand on commence à gratter ça, c'est là qu'on s'aperçoit, surtout ceux qui sont vraiment, comme on dirait en bon québécois, pas mal poqués. Oui, c'est ça. Quand on commence à gratter ça, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une panoplie de deuil non résolu sur ces gens-là. Maintenant, le processus de l'écriture, est-ce que pour toi, ça a été un exutoire, une porte de sortie, ou pas vraiment? Puis est-ce que ça a été compliqué pour toi, selon ton background académique? Ben, c'est sûr que
on veut écrire un livre, puis moi, je portais vraiment le désir d'aller rejoindre les endeuillés. Okay. Donc, je peux te dire que je pense que je l'ai écrit 3 puis 4 fois, mon livre. Perfectionniste un peu? Oui, parce que là, on cherche l'angle qui va être Et c'est ton premier volume qui rajoute à la difficulté. Fait un peu comme tu disais tantôt, là, le chemin est fait, donc j'ai accouché de mon premier bébé. Donc, j'ose croire que le deuxième livre va être moins compliqué, moins difficile à... Ça t'a pris combien de temps faire ton volume? Ça m'a pris un bon 4 ans, là, et j'ai eu de l'aide, même d'une personne pour corriger le tout avant même. Mais ça a été une porte de sortie pour toi aussi? Est-ce que ça a aidé à exprimer ou pas plus que ça? Non, parce que le chemin avait déjà été fait en thérapie, à travers mes formations, à travers mon certificat d'accompagnement du deuil, parce que comme je te disais, un bon ou une bonne thérapeute va faire le chemin de ses propres souffrances avant de faire ça professionnellement. Donc, si tout était à recommencer, ton livre, devenir thérapeute, y a-t-il quelque chose que tu changerais? As-tu une approche que tu changerais? Je te dirais... Peut-être dans ta colère ou... Non, parce que tout est correct, tout fait partie du processus, même la colère. Ouais. La seule chose, je pense, que je changerais, c'est me donner plus de temps, me donner plus de droits. Moi, c'est ça que j'ai manqué, avoir le droit d'être en colère. En fait, c'est notre devise à Réflexion du cœur, offrir ce droit-là, cette liberté-là. Prendre le temps de prendre le temps. Exactement, puis d'avoir le droit d'être, d'exister, de vivre son deuil. Parce que moi, on m'a tellement convaincue pendant des années, Steve, que faire un deuil, c'est oublier. Non, c'est pas vraiment ça. Il y a un peu de tout, donc comprendre parfois. Oui. Donc, tu n'es plus la même personne. Non. La Martine avant 1999 et la Martine aujourd'hui en 2020, c'est quoi la grosse différence suite au deuil que tu as vécu? Ah ben c'est sûr qu'il y a toute une richesse, il y a toute une profondeur, il y a toute une sensibilité. Je te dirais que je pense que... Tu étais déjà sensible? Là, ben, j'étais déjà une femme avec des gants de boxe. OK. Faut faire attention. Oui, c'est ça. Je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai appris à mettre des gants roses, des gants de soie. À ce que je vois, tu es une personne, comme je t'ai présenté comme étant une personne aidante. À parler avec toi en pré-entrevue, j'ai vu que c'était ton objectif numéro 1. Donc, tu es une personne généreuse de ton temps, de ta personne, de tes connaissances. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de la vraie générosité. Parce que je connais personnellement beaucoup de personnes qui sont très généreuses, mais seulement avec le cercle fermé de la famille. Ils vont tout donner exemple à leur enfant, à leur conjoint. Mais dès qu'il s'agit du voisin ou d'un inconnu, même un bon mot ne fera pas partie de tout ça. Ils sont carrément égoïstes et pensent qu'ils sont généreux parce qu'ils donnent à leur famille. Un mot là-dessus. Parce qu'on a parlé de ça, la vraie générosité, toi et moi. Oui. Puis c'est une donnée, moi, qui vient me chercher parfois. Oui, c'est sûr qu'effectivement, on le voit, on vit beaucoup dans une société très centrée de plus en plus sur la personne. Moi, si d'avoir travaillé avec la mort, d'avoir travaillé avec la souffrance, il y a quelque chose que j'ai appris, c'était... Puis je suis peut-être une rêveuse, mais je crois pas qu'il y a fondamentalement des gens méchants. Je crois qu'il y a des gens juste très souffrants. Oui, c'est ça. Et quand on commence à comprendre qu'il y a une souffrance profonde cachée chez les gens, ça nous donne un différent regard. C'est ça. Et je crois que moi-même, personnellement, puis je continue à grandir dans ce chemin-là, je m'accroche moins aux gestes que les gens posent, mais j'essaie de voir la personne blessée en arrière de ce geste-là. As-tu d'autres idées en banque, peut-être dans le même sujet d'un futur livre encore? Ça mijote. Ça mijote, donc ça sent bien. Ça mijote. On dit que la première idée, c'est le premier pas, donc tu en es là. Oui, c'est en train de mijoter, puis je porte vraiment ça, ce souci-là d'aider les gens. Et quand tu as fait la rédaction de ton livre, est-ce que tu y allais de la première page à la page 300 ou selon l'humeur du jour, tu changeais de chapitre? Un petit peu sur la fin, un petit peu sur le début, et ainsi de suite? Non, je te dirais que je suis une fille très structurée dans la vie de tous les jours. Parce que ça prend ça, une discipline pour justement arriver à pondre un livre. Oui. Donc, j'avais vraiment, je te dirais que j'ai quand même suivi là, mon squelette là, que je m'étais mis.
Tu connais, j'aime ça parce que moi, c'est le mot que j'emploie quand je fais de la rédaction. On est dans le thème de la mort. Hein? Oui, ben c'est ça. Oui, en plus. C'est gratifiant, plusieurs témoignages de gens que tu as aidés, c'est sûr. C'est ta vraie paye. Oui, ça, c'est ma vraie paye. Puis en fait, c'est le besoin ultime de l'être humain. Hein? Amener une contribution sur cette planète. Être reconnu. Je dirais pas être reconnu, apporter sa contribution. OK. Ben, les deux. Oui, c'est le fun d'être reconnu aussi, oui. Alors, de contribuer, de créer à quelque chose, de laisser sa trace, c'est sûr que, oui, ça, c'est la vraie paye, c'est la vraie nourriture du cœur. Tu es une poétesse. Ça a été difficile de trouver un éditeur? Pas du tout. Est-ce que dès le début, tu avais un éditeur qui t'a dit oui, j'embarque? J'avais déjà... Tu as dû faire la rédaction avant? J'ai fait la rédaction avant, sans promesse de contrat, tout ça. C'est sûr que Performance Édition est une maison d'édition familiale, une maison de cœur. C'est des gens de cœur, des gens... c'est une business familiale. Et eux tiennent à cœur beaucoup la croissance personnelle. Ça, c'est vraiment leur créneau. Donc, j'ai travaillé avec Marie-Josée, sa soeur, sa mère. Donc, ça a été vraiment une super belle expérience. C'est le fun. Un bon dénouement aussi. Oui, ils ont embarqué dans mon projet, puis je les remercie sincèrement. Donc, non, j'ai eu une réponse favorable assez vite à mon projet de livre. Martine, si tu me permets, nous allons prendre une pause, nous allons faire une annonce. Et restez dans le même ordre d'idées, puisque vous êtes déprimé ou quelque chose ne tourne pas rond. C'est normal avec le rythme de la vie d'aujourd'hui et parfois un deuil que nous allons vivre. Et la clinique de psychologue de Repentigny peut vous aider. D'excellents psychologues ou thérapeutes en relation d'aide vous attendent. Et maintenant, un service de téléconsultation en ligne est disponible et nous répondons dans les meilleurs délais avec nos professionnels en santé mentale. Prenez donc rendez-vous sur le site cliniquedepsychologue.com dans la section téléconsultation. Donc, besoin d'écoute et de parler, conflit de travail, difficultés à la maison, un deuil difficile. La gestion du stress et des émotions, ce sont des situations que nous allons tous vivre un jour ou l'autre. Donc, n'oubliez pas, ça c'est très important, consulter ne veut pas dire maladie mentale. On n'est pas fou parce qu'on consulte, c'est un vieux préjugé. Donc, vous êtes à bout de souffle et désirez reprendre votre mieux-être en main. La clinique de psychologue de Repentigny, qui est située au 293 boulevard Lacombe à Repentigny. C'est l'endroit pour vous. Je vous donne le numéro de téléphone dans le 514 qui est le 813 29 86. Martine, es-tu d'accord avec moi? On va parler un petit peu de psychologie. À mon avis, il y a deux raisons pour lesquelles on pleure. Exemple, suite à un deuil. La première, c'est le chagrin, mais c'est un peu égoïste. La perte de ce qu'on avait. Exemple, ton grand-papa meurt et ton grand-papa te donnait 500 $ par mois. Tu pleures souvent ce que tu perds. Et je pense que la deuxième raison, qui est la bonne raison, c'est pleurer par compassion, une peine sincère. Exemple, un long cancer ou de voir la personne dépérir, c'est lancinant comme processus. Là, tu pleures pour les vraies raisons. Un commentaire là-dessus? En fait, moi, je dirais, Steve, le deuil, ça se vit d'abord et avant tout avec le corps physique. Parce que fondamentalement... ça me surprend. Oui, parce que en fait, c'est le corps qui meurt, hein, quand on parle évidemment de deuil par décès. Oui. Et aussi, même si on se fait référence à la perte au niveau d'un divorce, d'une amitié de très longue durée, on perd ce contact physique-là. Donc, c'est pour ça qu'au début du deuil, on va ressentir des manques physiques. Et c'est là où il y a des gens qui vont dire j'arrive pas à dormir, mange pas, mange trop, dors pas assez, dors trop. La perte du sommeil, ça c'est un des premiers symptômes que toi tu observes. Pas nécessairement la perte du sommeil. Il y a des gens qui vont trop dormir, il y a des gens qui sont pas capables de... Ils fuient dans le sommeil. Oui. Chaque deuil est unique. Et pourquoi? Parce que chaque relation est unique. Ouais. Donc, exemple, toi, tu peux perdre ton père, tu vas le vivre d'une certaine façon, puis ton frère ou ta soeur ou ta mère va le vivre d'une différente façon. Je suis d'accord parce avec que ta relation était unique avec ton père. Ouais. Donc, il y a plusieurs raisons, en fait, de pleurer. On peut pleurer par colère, par culpabilité. On peut pleurer les manques. On peut pleurer effectivement parce qu'on vit on vit le deuil de la personne. Donc, tu es un peu d'accord avec moi? Oui. Il y a comme deux raisons. Oui, en fait, on pleure le deuil de la personne, hein, ou de la situation qu'on perd. Et par compassion. Exactement, mais aussi on pleure pour tout ce qu'on perd au quotidien avec cette personne.
que ce soit les moments où je prenais mon café les avec... bonnes conversations, ainsi de suite. Les coups de téléphone, les Noëls, les fêtes d'anniversaire, Pâques, fête des mères, des pères. Alors, on perd tous ces petits rituels-là du quotidien. Parce que fondamentalement, le deuil, c'est une blessure d'abandon. Même si la personne... On se sent abandonné par l'être aimé qui décède. Qui décède ou qui nous quitte dans le cas ou abandonné par la vie. Exactement. Es-tu d'accord avec moi que le seul justicier, c'est le temps et que seul le temps est guérisseur, c'est-à-dire que le temps arrange tout? Bien, en fait, il y a... Le temps, dans ton cas, ça a été plus compliqué, oui. là? Bien, en fait, il y a deux composantes dans le temps. Oui, effectivement, le temps est l'ingrédient principal. Moi, je compare ça, le deuil, au même titre que si, mettons, je me casse le bras. Hein? Là, je vais me faire opérer, ils vont placer mon os, ils vont mettre ça dans le cloud. Là, c'est le bras, tu t'es fait casser ça? Non, OK. Un exemple. OK. Non, je touche du bois, j'ai jamais rien cassé. Mais, donc, le temps, ça prend du temps pour guérir cette blessure-là. Ouais. Et là, moi, pendant que cette blessure-là guérit, bien là, je vais devoir composer avec certaines frustrations au quotidien où je ne peux plus me sécher les cheveux, je ne peux plus me maquiller, c'est difficile à attacher mes souliers, c'est difficile de conduire l'automobile. Pénalité multiple. Exactement. C'est la même chose avec le deuil. Donc, le deuil, comme je disais tantôt, oui, on pleure et on manque la personne que l'on perd, peu importe la situation, mais il y a aussi comme tous les petits deuils au quotidien qui viennent. Cependant, c'est une fausse croyance de penser que le temps arrange tout. Moi, comme endeuillé ou comme personne... Toi, le temps, ce que ça faisait, c'est que ça amplifiait finalement, parce que c'était pas compris ou guéri. Exactement. OK. Donc, comme endeuillé ou comme personne qui vit une situation difficile ou souffrante, j'ai une responsabilité. Il y a des actions que je dois poser si je veux aller mieux. J'ai des actions que je dois poser si je veux que ma blessure finisse par s'adoucir, se cicatriser. Fait que si on revient à l'exemple du bras cassé, si j'écoute pas les recommandations du médecin, ben ça se peut que ma blessure elle guérisse mal ou qu'elle guérisse pas du tout, puis que là, il va y avoir des complications. Mais c'est la même chose avec le deuil. Selon les cultures, la mort n'est pas représentée de la même façon. Dans certaines cultures, la mort est célébrée. Et ce que je remarque ici au Québec, au Canada, de moins en moins de décorum au salon funéraire. Moi, personnellement, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Je veux dire, les gens ne sont plus habillés en noir. Bon, ça passe. Mais je veux dire, c'est devenu presque un véritable party. Et étant donné qu'on manque de place pour les cimetières, c'est devenu à la mode de l'incinération et hop, on passe à un autre appel. Qu'est-ce que tu dis de tout ça? Parce qu'on en a parlé, ça aussi, hors d'onde, et tu avais un point de vue là-dessus bien intéressant. Oui. Bien, d'abord, Steve, moi, j'ai travaillé très étroitement avec des salons funéraires, puis effectivement, tu as tout à fait raison. C'est un phénomène qui se passe particulièrement au Québec, mais dans d'autres endroits aussi. Puis ça, je trouve ça très, très malheureux parce qu'en fait, c'est de moins en moins sérieux, aucun cérémonial presque. On a perdu, socialement parlant, cette capacité-là de faire le deuil, de prendre soin de nos souffrances. Puis, tu sais, tu parlais de noir, mais si on regarde je vais donner l'exemple. Dans le temps, la raison pourquoi les gens portaient du noir, c'était pour montrer à la communauté qu'ils étaient en deuil, pour recevoir le soutien de la communauté. Donc, pour chaque rituel, chaque décorum dont tu parles, il y avait des raisons. Et ça, on a perdu ça. Et je le vois de plus en plus. C'est rendu que les gens souhaitent la sympathie via Facebook au lieu de simplement prendre le téléphone puis vraiment d'avoir le contact avec la personne qui vit le deuil. Donc ça, évidemment, ça ralentit le processus du deuil parce qu'on sait que les rituels, c'est les mots qui donnent un sens sacré à notre perte. Et il y a des rituels funéraires, mais comme je dis aussi dans mes groupes de soutien, il y a des rituels de vie aussi, pour justement nous aider à passer à travers notre deuil. Mais comme la société va très, très vite, tout va vite, les réseaux sociaux, on est dans l'ère de communication, la vulnérabilité, tu l'as nommé tantôt dans ton annonce, la vulnérabilité est encore très mal vue, surtout chez les hommes. C'est palpable. Un homme, ça ne pleure pas, premièrement.
Et voilà. Donc, on veut passer vite, vite, vite par-dessus l'événement, qui est un événement, je crois, important. Parce que moi, dans mon histoire, puis ça, je le dis aussi dans mon livre, la première personne qui m'a accueillie avec empathie et écoute, ça a été la personne qui m'a reçue au salon funéraire. Non, c'est bien. Donc, c'est souvent les premiers répondants de notre souffrance. Mais parlant de pompes funèbres, c'est un point en commun que nous avons. Nous avons tous les deux travaillé en pompe funèbre. Et je dois dire que d'œuvrer dans ce milieu-là, moi, la leçon que je voyais, que je constatais aussi chez mes coéquipiers, c'est sûr que de voir des gens pleurer et pleurer quand tu sors de là, tu dis, bon, ouf, ça va être moins lourd et ma vie est belle finalement. Mais ça te remplit de vie de voir des gens décédés qui, eux, sont morts et ne peuvent plus même pas prendre un café. Et je pense que tu es d'accord avec moi. 100% d'accord. C'est très énergisant d'aller travailler là. Ça peut paraître bizarre pour le commun des mortels. Là. Oui, mais en fait, c'est la polarité, hein? Polarité plaisir-souffrance, la polarité mort-vie. Donc, plus on côtoie la mort, je pense, plus on se sent vivant de l'intérieur. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du mouvement réflexion du cœur. Oui. Et tu m'as parlé de 4 piliers. Oui. J'aimerais qu'on parle de ces 2 notions-là. Oui, bien en fait, notre approche à nous, qui est l'approche de l'apaisement, comme je t'expliquais tantôt, c'est on travaille vraiment à mettre une hygiène de vie sur nos 4 piliers qui, en fait, sont les 4 dimensions de l'être humain. C'est-à-dire, on va aller travailler la dimension physique. Donc, c'est très important de prendre soin de notre... Comme tu disais précédemment, le premier point, c'est ça. Oui, parce que c'est la porte d'entrée, c'est là où, comme on dit, là, ça fesse en premier lorsqu'on vit un deuil ou une épreuve difficile, c'est le corps physique. Ensuite de ça, on va aller travailler toute la dimension émotionnelle, intellectuelle, parce que c'est important aussi, les gens, ça fait partie des besoins de l'être humain de comprendre. Alors, toute la partie intellectuelle et évidemment spirituelle qui est propre à tous et chacun. Et qu'est-ce que propose Réflexion du cœur, finalement? On propose justement cette hygiène de vie-là, un processus d'apaisement, un coffre d'outils. Un coffre d'outils qui va servir non seulement pour tous les types de deuil de sa vie, mais un coffre d'outils pour les différentes situations, que ce soit le collègue tannant qui nous tape sur les nerfs au bureau ou le voisin, que j'ai des chicanes avec le voisin. As-tu des chicanes avec le voisin? Non. Non? Okay. Ton histoire personnelle est un petit peu, je dirais pas hollywoodienne, mais tu as aussi fait 4 fausses couches. Oui. Ça veut dire, est-ce qu'à chaque fois c'était encore, évidemment c'était un deuil, mais est-ce que c'était aussi... je ne sais pas comment te dire ça, mais parle-nous de ton expérience, parce que je veux dire, c'est difficile à mettre en mots. Bien, comme je vous disais, le fait que toute cette énergie émotionnelle-là était complètement cimentée d'un deuil non résolu, quand j'ai décidé d'avoir un autre enfant, bien, moi, ça m'a amené à faire 4 fausses couches, et à chaque fois, ça me ramenait... On est rendu à 5 deuils. Oui, ça me ramenait à l'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre à côté? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à la vie? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Donc, ça te ramène à ça, à beaucoup de culpabilité aussi, parce qu'on sait que, encore là, avec toutes les avancées de la science, pour une femme, avoir des... parce que tu avais été en fertilité aussi. Oui, c'est ça. Donc, puis c'est vraiment quand j'ai entrepris une démarche thérapeutique que... le miracle s'est produit. Oui, ton petit miracle est ici aujourd'hui. Oui. Une belle petite fille de, je ne sais pas quel âge que tu peux avoir. Elle a 10 ans. 10 ans. Oui. Ben, tant mieux, c'est comme ça que tout est bien, qui finit bien d'une certaine façon. C'est quoi ton ultime conseil, rapidement, que tu donnerais à quelqu'un qui est à l'écoute et qui vit un deuil et qui réalise, suite à tes propos, que ça se ressemble, qu'est-ce qu'il vit? Tu dirais quoi comme première étape? Bien, je dirais que le deuil, c'est un chemin inévitable, mais qui n'est pas obligé d'être vécu seul. Donc, bien entouré, ça aide. Exactement. Puis souvent, nos proches, c'est-à-dire nos amis, notre famille, ils veulent notre bien. Puis là, la personne reçoit plein de conseils. Mais comme je te disais, ça se trouve être souvent de la projection. C'est pas nécessairement ce que j'ai besoin, moi, comme personne. Donc, d'aller chercher un aide objective, un soutien avec d'autres gens qui vivent ma réalité, ça, c'est du bon.
Est-ce que tu dirais que ton énergie naturelle que tu as, manifestement, là, tu es une personne énergique, et ton côté extraverti, un peu verbomoteur, t'a aidé? Parce que là, on se dit, ben, ça a aidé, mais ça a quand même pris plusieurs années. Selon toi, est-ce que ça t'a aidé? Oui. Dans le sens où, oui, pour exorciser ta douleur, pour que ça sorte. Effectivement. C'est quelqu'un qui ne parle pas, je veux dire, ça c'est que ce type de personnes-là, les personnes qui sont introverties, souvent, ces gens-là, on le voit, ça va être des dépressions majeures, des burn-out, des maladies aussi. Donc c'est sûr que, en fait, la colère est une énergie très propulsante. Fait que cette colère-là, je te dirais qu'elle... peut-être pas à bonne place tout le temps. Non, c'est ça, mais elle est essentielle, effectivement, elle est essentielle pour se maintenir la tête au-dessus de l'eau, surtout lorsqu'on vit de gros deuils. Donc, la fierté et l'orgueil, ça fonctionne aussi. Je dirais pas parce que fierté. Professionnellement, ça fonctionne. Une porte où tu as cogné, tu te fais répondre bête, puis tu dis, moi, je ne laisserai pas ça comme ça, puis tu cognes à 2 autres portes et tu vas chercher d'autres choses, tu sais. Mais en fait, tous ces éléments-là que tu me nommes, Steve, c'est des éléments qui fait qu'une personne a plus de résilience qu'une autre. Okay. C'est notre personnalité, c'est notre statut social. On le voit, plus il y a de pauvreté, plus c'est plus difficile pour ces gens-là de faire le deuil. Au niveau aussi intellectuel, les gens qui ont plus d'éducation, les gens qui sont portés à lire des livres. Ce sont tous des éléments qui font que ces gens-là ont plus de résilience. Okay. Et la personnalité en fait partie de ces éléments. Il y a des gens qui ont peut-être un petit peu moins de caractère. Et qui s'écrasent plus facilement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Ça c'est bien dit. En terminant, on va parler un petit peu de spiritualité et de métaphysique. Est-ce que tu as une croyance envers les esprits, l'après-monde et tout ça? Ou tu es très terre à terre et tu dis non, il n'y en a pas de ça? Ou est-ce que ça s'est développé suite à tes expériences? Non, en fait, ça c'est... Si tu as abordé là-dedans, ça? Oui. Et en fait... c'est un gros cadeau que j'ai reçu, moi, de ma mère, cette croyance-là, qui était déjà présente. Donc, ça aussi, ça fait partie des éléments qui favorisent le processus du deuil. Et soit dit en passant, la spiritualité ne veut pas dire la religion. Exact. Et moi, j'ai toujours dit, Steve, quelle est l'émotion, selon toi, la plus souffrante chez l'être humain? Bien, il y en a plusieurs. La plus souffrante... Mais ça dépend. Il y a peut-être des gens qui vont dire d'être ridiculisés, d'autres vont dire le deuil. Ça dépend de chacun, je pense, un petit peu. L'émotion la plus souffrante, c'est l'impuissance. Chez l'homme? Chez l'être humain. OK. Parce que quand on est dans l'impuissance, on n'a plus de prise nulle part. Là, tu tombes en plus dans les patterns d'injustice, ainsi de suite. Évidemment. Ouais, c'est bien dit, ça. Et la seule chose qui nous reste, c'est la foi. Ouais. Quand on tombe là, c'est ça. La seule chose qui nous reste, c'est la foi. Et les gens qui ont eu peu d'épreuves dans leur vie, ça existe, sont capitalistes et tout va bien, ne comprennent pas cet aspect-là de la foi, de la religion, quand c'est modéré, qui viennent aider les gens à passer au travers. Mais encore... passer au travers bien des choses. Oui, mais encore là, la foi, Steve, ça peut être la foi en la vie. En ton destin, oui. En la vie, en la nature. Ben oui. Donc, c'est pour ça que moi, je respecte tous les types de spiritualité. Il y en a qui... Oui, ça a une connotation religieuse. Est-ce que le mot Dieu est employé là-dedans? C'est-tu quoi? Ou c'est la vie? Ben moi, je pense que c'est le mot Dieu. Ouais. De mémoire, parce que à un moment donné, il y a un passage dans le livre où je dis, OK, Dieu, si tu existes, là, fais-moi signe, puis il est temps. Donc, en terminant, ton mouvement, réflexion du cœur. Du cœur. Si quelqu'un veut consulter la réflexion du cœur sur le web. Oui, www.réflexionsducoeur.com. Et ton volume qui s'appelle Au-delà des mots de Martine Lafontaine, un processus d'apaisement pour surmonter tous les deuils de sa vie aux éditions Performance, un livre que je vous recommande. Merci Martine. Espérons que, comme je le dis souvent, si tu as influencé une seule personne dans le bon chemin, eh bien, le travail est fait. Et merci, ce fut très intéressant. Merci. Merci, Martine. Je vous rappelle que nous sommes en direct du Bâton Rouge de la Chenelle, l'endroit imbattable quand on parle de bons repas, une atmosphère chaleureuse et rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. N'oubliez pas, ici, il n'y a pas que la viande rouge, le menu est complet. C'est un restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais à Terrebonne. Et pour des réservations dans le 450, c'est le 581-1888. Martine, nous allons laisser la place à notre deuxième invité, s'il vous plaît.
et bonne fin de journée. Vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte bien son nom, une entreprise très sérieuse qui existe déjà depuis 23 ans, un très beau magasin, une bonne réputation. Allez voir François, 303 Notre-Dame à Repentigny. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de batterie. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, vous serez traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous comprenez ici qu'on parle de bébites. N'oubliez pas, plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Ça, c'est la clé, ne pas attendre. La solution, Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Le numéro de téléphone dans le 450 pour la solution, c'est le 582-6706. Maintenant, mon deuxième invité, il a le service et la restauration de qualité dans le sang. C'est un dirigeant dynamique et apprécié de son personnel ici au Bâton Rouge Lachenay. C'est également un grand passionné de hockey et du Canadien de Montréal. Avec nous, Tom Sasso. Bonjour Tom. Steve, comment ça va? Ça va bien. J'avais bien hâte qu'on se parle. On va parler du restaurant pour commencer parce que c'est tout simplement comme avant. Moi, je le constate. Je suis ici à chaque semaine depuis le déconfinement. C'est digne de sa réputation, un bon service, une bonne ambiance. C'est vraiment beau ici. Je veux dire, c'est pas parce qu'on veut jouer du violon. C'est un très beau restaurant. L'excellente nourriture, évidemment, très bonne réputation. Mais, et pas seulement le steak, je vous le répète à chaque semaine, mais une des forces de l'endroit que je remarque, et je le remarque chez toi, c'est le personnel qui aime sa clientèle. Complètement d'accord. Moi, je pense que l'objectif... C'est la clé. C'est la clé. L'équipe ici est jeune, est dynamique. Ils m'impressionnent à chaque jour. Ils sont vraiment une équipe. Ils travaillent pour eux autres et ils prennent leur tâche très sérieux. L'objectif numéro 1 quand on avait ouvert la porte après la crise, c'était de gagner la confiance des clients. De montrer qu'on était sérieux, de leur bien-être. Oui, tout est propre, la distanciation, les masques, sauf quand on est à table, là, je veux dire, tout est respecté. Aussi la clientèle. On a eu seulement une couple de causes que des clients. La plupart, la majorité de nos clients, ils comprennent, le service a ralenti un petit peu. Ben, c'est normal. C'est normal. Mais c'est tout aussi bon. Oui, aussi. Puis les chiffres commencent à grimper à chaque semaine, so je suis très fier. Très, très fier. Je dois te dire que le dynamisme que tu affiches, à chaque fois que je suis ici et que je te vois, tu es un personnage très positif et ça se reflète sur ton personnel. Et tout le monde est comme ça ici au Bâton Rouge. On dirait que l'endroit respire la bonne humeur. C'est bien apprécié. Je pense que ça vient aussi avec le propriétaire, Nick. Oui, il est de même aussi. Il croit beaucoup. Il y a des valeurs. Un sportif. Oui, complètement d'accord. Sauf que c'est un partisan des Red Wings de Détroit, so je peux le pardonner. Des Patriots. Des Patriots. Puis il est les Patriots, ça c'est un bon choix. Oui, on peut dire oui, mais c'est un gros partisan de Yzerman. Si je critique Yzerman, il va commencer. Okay. Il n'aime pas ça. Puis Yzerman, tu ne l'aimes pas? Oh, tout à fait, tout un joueur, mais c'est Scotty Bowman qui l'a mis sur la bonne voie, un ex-coach des Canadiens de Montréal. Un peu comme on fait présentement avec Kotkaniemi. Je veux dire, de montrer c'est quoi être un vrai joueur de hockey. C'est pas seulement marquer des buts, c'est two ways, comme on dit. Moi, je dirais aux gens qui n'ont pas eu la chance de venir ici, de fréquenter le Bâton Rouge de Lachenay, vous manquez une occasion. C'est situé au 1400 rue Yves Blais. Nous allons prendre une petite pause avant de parler de hockey parce que les discussions de hockey avec toi sont toujours animées. Ça va être bien intéressant. Je vous parle du centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est pas dur à trouver. C'est en face de la Marina de Repentigny, situé au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel. Je vous donne le numéro de téléphone de Pixel, l'incontournable. C'est le 450-654-9944. Tom, je vais te donner mon appréciation, mon compte-rendu du match numéro 3 et du match numéro 4 au moment où on se parle, le Canadien contre les Flyers. Après ça, je vais te poser quelques questions. Là, tu m'expliques qu'est-ce qui se passe avec les Canadiens. Dans le match numéro 3, il faut dire que le Canadien a frappé 4 poteaux, aurait pu remporter ce match-là aisément. Carter Hart, le gardien des Flyers, on voit une belle maturité, un caractère. Il s'est bien repris de sa défaite de 5-0 par un blanchissage à son tour contre Carey Price, qui a été blanchi le jour de son anniversaire, le fameux 1-0, mais c'est Carey qui s'est fait blanchir. Ça aurait pu facilement finir même 4-1 Canadien parce que c'est 5 ou 6 poteaux. Maintenant, j'ai un commentaire sur Kotkaniemi. C'est une leçon pour ceux qui avaient lancé la serviette sur ce jeune de 19 ans, dont moi.
Moi, j'étais un de ceux qui disait non, ça ne sera jamais un joueur fabuleux, et je commence à penser que ça va être un joueur dans les deux sens de la patinoire. Es-tu d'accord avec moi pour Kotkaniemi? Il va être un super joueur d'hockey. Une fois qu'il met un autre 10 à 15 livres, il apprend comment jouer. Pas trop lourd non plus? Pas trop lourd. Il va mettre du poids. Il va mettre du poids, puis une fois qu'il met du poids, il se va stabiliser. Il va être tout un joueur d'hockey. Maintenant, le match numéro 4 d'hier, perdu 2-0, un deuxième blanchissage d'affilée. Ouais. C'est, selon moi, la moins bonne performance en série du Canadien cette année. Et comment expliquer cette défaite? Ben, c'est simple. Bon, 120 minutes sans marquer de but, là, ça commence à être difficile, mais c'est le manque de désir, je pense. Deux joueurs en particulier, Drouin et Armia. Je sais que tu n'aimes pas quand je dis Drouin, mais manifestement, l'effort n'y est pas. Les Flyers, il faut le dire, ont été parfaits. C'est une victoire d'équipe. C'est un jeu d'échecs, véritablement. Et à ce jeu, ben, c'est la gestion du cadran, les attaquants qui supportent les défenseurs. On a vu les Flyers qui attendent le Canadien à la ligne bleue, parfois à 4. Quand tu as peu d'attaques, chaque pouce de la surface de jeu est couvert par les Flyers. Il faut dire que la troupe d'Alain Vigneault a su préparer un plan qui correspond aux faiblesses du Canadien. Maintenant, blanchi une deuxième fois d'affilée, je pense que ça vient démontrer un petit peu les faiblesses du Canadien. On est bien content de les voir en série. Ton explication, Tom, de cette défaite hier, encore par blanchissage? Moi, je pense, moi, personnellement, oui. Tu connais mon opinion, les Canadiens sont tout à fait trop petits. Ça, j'aime bien quand tu dis ça. Parce il ne peut pas aller au centre de la patinoire, dans la zone défensive. Tu avais dit que hier, on a frappé 4 ou 5 poteaux. Tu demandes un gardien de but. Oui, ils ont frappé le poteau, mais le lancer n'était pas assez bon. Mais Philadelphie, ils ont bloqué beaucoup de lancers. Ils se mettaient en avant des lancers de Weber. Je ne sais pas comment les totals différents à la fin de la partie étaient, mais ils ont bloqué une bonne 15 lancers. On a dégiré trop de lancers par on the perimeter, dehors, pas assez dans l'enclave. Et ça, malheureusement, ça va être la raison d'être de la défaite des Canadiens. S'ils perdent ce soir, ça va être aucun centre numéro 1 à Seattle. Moi, je pense qu'une statistique qui paraît mal pour le Canadien, c'est que Weber et Petrie sont les meilleurs marqueurs du Canadien. Ouais. C'est pas normal. Et je crois que c'est la première fois de l'histoire de la NHL qu'un club ne marque que 5 buts après 4 matchs, et même 3-1 dans cette série. Est-ce que tu es d'accord avec Kirk Muller, qui, contrairement à Claude Julien, a tendance à beaucoup changer ses trios? Es-tu d'accord avec ça, toi? Oui. Ouais. J'aime beaucoup l'aspect qu'on joue les jeunes présentement. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Je pense pas qu'on devrait sacrifier l'avenir pour gagner une petite série ici ou là. Moi, je pense que qu'est-ce que Kirk Muller fait pour le moment, il donne des jeunes la chance de jouer ou aussi de préparer l'avenir. That's it. Pourquoi? Présentement, on a déjà discuté de si tu vois tes défenseurs 5 et 6. Oui, c'est ça. Ils sont pas vraiment tout à fait des défenseurs. C'est sûr que la troisième paire avec Xavier Ouellet, qui est carrément un défenseur de la Ligue américaine, avec Victor Mété, qui selon moi ne connaîtra jamais une super carrière, c'est un côté faible du Canadien. Yep. Ta prédiction pour ce soir? Moi, je voudrais parler, avant de faire ta prédiction, de Carey Price. Carey Price qui sort de son filet, c'est carrément un troisième défenseur. Là, il commence à ressembler à Martin Brodeur un peu. C'est 20 sorties. Ça vient limiter le jeu des Flyers. Et c'est pas seulement des dégagements, c'est carrément des passes au centre. Ça, c'est un avantage pour le Canadien. Quel gardien? Hein? Je veux plus attendre. Moi, j'ai plusieurs discussions avec mes amis. Je veux plus attendre que Carey Price prend trop sur la masse salariale de 10 millions de dollars. Je le donnerai aussi 15 millions de dollars. C'est le meilleur gardien de but que, techniquement, personnellement, que moi j'ai vu. Techniquement. C'est très dur à battre. Yeah, très, très dur à battre. Il est presque parfait. Mais il y a quand même eu un mauvais but hier sur le deuxième but. Mais regarde, si le Canadien ne compte pas de but. Techniquement, il est le meilleur gardien de but dans la Ligue nationale présente. Tom, en terminant pour ce soir, est-ce que c'est l'honneur ou c'est on s'en va en vacances? Et dis-moi, s'il vous plaît, et celle-là, retenez-la bien, est-ce qu'on va terminer la saison sur 3 blanchissages? Non. Parce que la possibilité est là. Moi, ce soir, je dis que ça finit 2-1 Flyers. Moi, je pense que c'est jamais fini. Tant que c'est pas fini. Dans la vie, il faut que tu espères toujours pas la perfection. Tu donnes toujours ton max. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Moi, je pense qu'ils vont gagner ce soir. Espérons-le. Merci, Tom. Toujours bien intéressant parce que nous avons des discussions. Je dois te dire que tu as
un des personnages que je connais qui connaît le plus son hockey, et ça depuis des décennies. Je peux parler avec toi de 1975. Je connais les Canadiens. Non, je te le donne. C'est sûr que tu ne prends pas pour la bonne équipe, mais merci Tom, très gentil. Maintenant, un mot sur le Royal de Repentigny. C'est à souligner vendredi dernier. Le lanceur du Royal, Philippe Breton, a donné toute une performance, n'accordant qu'un seul coup sûr dans une victoire de 1-0 du Royal. Une 5e victoire d'affilée. C'était contre les Pirates de Laval. Maintenant, le club est 7 victoires en 10. Ça s'est replacé tranquillement. Et hier, le Royal perdait 2-0, mais c'est une victoire de 4-2 à Laval. On perdait 2-0 quand même en 5e manche. Une belle victoire encore contre les Pirates. Maintenant, on a 11 victoires et 8 défaites. 3e dans la division. La troupe de Danny Prata semble se replacer. Espérons-le, parce qu'on a vraiment une bonne équipe. Et cette année, on s'attend, on a des aspirations très hautes. Et je crois que Danny Prata, qui est un grand connaisseur de baseball, il sait comment bien manipuler sa troupe pour arriver à des meilleurs résultats. Maintenant, une statistique un peu difficile. Les Orioles de Montréal, ça ne va pas très bien. Après 19 matchs, 19 défaites, vous avez bien compris, les Orioles sont 0-19. Est-ce qu'ils vont rejoindre le record? Je crois que c'est en 1988, les Orioles de Baltimore, mon cher Tom, avaient commencé l'année 0-21. Pas facile. Et comme vous le savez, un mot sur la Marina de Repentigny, une émission qui tarde à reprendre l'antenne puisque la Marina n'est pas encore ouverte à l'intérieur pour Quai Marina Live. Oui, ça nous manque, la nourriture, la musique, le personnel, la piste de danse, l'ambiance, la Marina de Repentigny. Qui ne la connaît pas? Probablement seulement des extraterrestres. C'est pour bientôt, on se croise les doigts, ça s'en vient. Mais n'oubliez pas, la Marina est présentement ouverte la fin de semaine sur la terrasse. Il y a un menu terrasse le vendredi, samedi et dimanche quand même qui est disponible. On peut encore se retrouver entre amis, aller voir justement les membres du personnel qui nous manquent tant à la Marina de Repentigny. Vendredi, samedi et dimanche, n'oubliez pas, la terrasse qui vous attend avec une superbe vue sur le fleuve et un menu terrasse vraiment très délicieux. Donc la Marina, on espère pour bientôt, car il y a aussi les cours de danse tout à fait gratuits donnés, des cours de danse de country pop donnés par Nathalie Pelletier, une professeure très chevronnée pour l'ambiance et se faire des amis le jeudi dès 19h. C'est l'endroit pour vous et ça aussi, ça s'en vient très bientôt. N'oubliez pas les 3 mots, comment ça va? Ça va vous donner 2 réponses, et spécialement avec le confinement, ce sont des mots qui devraient être à la mode. Qui sont vos vrais amis, vous allez le savoir, et ça va semer un brin de joie et d'optimisme dans le cœur des gens que vous appelez. Maintenant, vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. C'est un endroit surprenant que je vous recommande, et vous allez être traité avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, disons, retrouver l'ambiance de 1995 et des articles de son de 1989, et ainsi de suite, et tout est propre. L'endroit pour vous, c'est le centre de liquidation audio usagé, on aime bien dire vintage, tout est propre sur place, beaucoup d'équipements de qualité, résidentiel, commercial, vous ouvrez un bar, un restaurant, une boutique, c'est l'endroit pour vous. Allez voir Reynaldo Piperno, le propriétaire, un chic type, et c'est pas dur à trouver, c'est situé dans le complexe de la Marina, le centre de liquidation audio usagé, situé au 358 Notre-Dame, et les réparations sont faites sur place. Donc je vous donne le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 654-6849. Un mot maintenant sur un garage dont la réputation n'est plus à refaire, Samoto, un de nos partenaires importants ici, situé au 133 Notre-Dame à Repentigny. La confiance règne, le travail est bien fait, le respect du client, de longues explications, beaucoup d'expériences vous attendent. J'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Un mot aussi sur notre prochaine émission, la semaine prochaine, qui va être fort intéressante. Vous le savez, nous allons dans toutes les directions. Nous aurons avec nous Sonia Quintin, qui a fait une entrée très remarquée lors de sa première présence il y a 3 semaines. C'est une spécialiste de l'entraînement, une culturiste, qui viendra nous présenter sa toute première chronique Santé et mieux-être, avec des petits trucs faciles pour apprivoiser votre diète. Et nous aurons aussi avec nous Marie-Pierre Houle, qui est une boxeuse professionnelle. Maintenant, je vais vous parler d'un de nos derniers partenaires à se joindre à nous. C'est la zone vêtements de sport et classiques qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de choix dans cette super belle boutique qui est située, comme je vous dis, au 148 Notre-Dame. Des marques de choix au meilleur prix, je vous en nomme quelques-unes. Gasp, Better Body, Rider Wear, Gorilla Wear, La Bella Mafia et les bottes d'entraînement Automix qui sont disponibles sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-1113. La zone vêtements de sport et classiques. Pour terminer, une réflexion, je dirais même une inquiétude personnelle concernant la jeunesse d'aujourd'hui. Nous étions déjà dans une société qui se déshumanise tranquillement, de plus en plus froide. Et avec la crise du COVID, les masques, la distanciation, etc., dans ce monde hyper médiatique,
On dirait une société d'apparence, tranquillement pas vite, eh bien, l'innocence se perd rapidement. Les résultats pourraient décevoir. C'est peu réjouissant, même inquiétant, mais il faut jouer serré, il faut jouer en équipe, et ça laisse perplexe pour l'avenir. Pardon. Et pour éviter de telles conséquences, 3 mots, comment ça va, n'oubliez pas. Donc, ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.